C'est petit soutien, mais c'est bien. Le but aujourd'hui, et j'en remercie Alexia, c'est d'ouvrir le champ des possibles de la poésie, de les élargir à toutes les formes de poésie. On enferme souvent la poésie dans un style, dans un truc, poésie électrique, poésie classique. En fait, dans la chanson, il y a les grands poètes, et dans le rock, il y a de très grands poètes. Et même les plus rockers sont aussi de très grands poètes. C'est des gens comme Jim Morrison, Patti Smith et Lou Reed dont on va parler. Ils se sont intéressés au texte et ils ont voulu se définir comme des poètes ou des auteurs en même temps que d'être des rockers. Je félicite exactement Alexia parce que ça se fait déjà dans d'autres événements, mais dans la région, je trouve qu'il y a une culture qui manque un petit peu dans ce genre de manifestation. Et c'est quand même dommage puisque c'est quelque chose de fort. Bob Dylan est désormais prix Nobel. Et Lou Reed dont on va parler rien que des débuts parce que son œuvre est immense et à peu près du même niveau. On m'entend? Ok. D'accord. Ok. Donc, on n'a pas voulu faire une conférence parce qu'une conférence, ça peut être pénible. C'est quelque chose de plus divertissant, quelque chose qui soit aussi une initiation pour ceux qui ne connaissent pas, ou redécouvrir. Moi, j'ai redécouvert en faisant ce travail Lou Reed. Je connaissais un peu quand j'étais jeune, j'en avais une image. En fait, non, il a beaucoup plus. Il a fait énormément de trucs et il les a fait pendant très très longtemps. Il a démarré quand même sa carrière en plein dans ce qu'on peut appeler le rock'n'roll. Donc voilà. Et on va commencer. C'est un soir donc de 1970, c'est à New York. C'est un club restaurant. C'est vide, il n'y a pas grand monde. Et il y a son groupe de l'époque, le Velvet Underground, qui donne son dernier concert dans une forme d'indifférence totale. Au fond de la salle, il y a deux gens qui n'ont pas le look des bas-fonds de New York, donc des gens plutôt âgés, plutôt un look conformiste, on va dire. C'est les parents de Lou Reed. Lou Reed, il finira même pas le concert. Ses parents le ramèneront chez lui. Il a 28 ans, il vient de passer les 27 ans, il y en a qui se sont arrêtés avant, beaucoup de stars de cette époque-là. Mais il est fatigué, il est largué, il est déprimé, et il a demandé à retrouver sa chambre de jeunesse et un boulot chez son père qui est comptable pour retrouver un petit peu, pour se retrouver lui-même. Donc ils partent ensemble et la particularité est donc ce qui est très particulier chez Lou Reed, c'est qu'une partie de son monde est dans sa tête. Donc Yves va vous réciter un texte de Lou Reed. Et en fait, il est très dur, mais ce n'était pas la vérité. Il n'y a pas d'accompagnement. Mon père, my old man. Quand j'étais petit, à Brooklyn, que j'allais à l'école publique, il nous faisait mettre en rang par deux sur le terrain de jeu, par ordre alphabétique. Reagan, Reed, Buisson. Je me souviens encore des noms. Et le baseball, le basketball étaient les seuls jeux auxquels on jouait. Et je voulais être comme mon père. Je voulais devenir adulte pour être comme mon père. Je voulais ressembler à mon père, m'habiller et faire comme mon père. Et puis, comme tout le monde, j'ai grandi. Et je ne voulais plus ressembler à mon père. J'en avais marre des coups, de devoir me cacher sous le bureau quand il battait ma mère. J'en tremblais, ça me rendait fou. Et je ne veux plus être comme mon père, ressembler à mon père, avoir l'air comme mon père. Un fils regarde son père cogner sa mère et fait le vœu de ne pas revenir avant d'être riche et tellement fort que le vieux n'osera plus cogner personne. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Lou, conduis-toi en homme. Alors, Sidney Reed, qui s'appelait Rabinovitch, donc, et sa maman, étaient des juifs qui s'étaient fait rebaptiser. C'était des parents très aimants qui ont tout fait toujours pour que leur fils ait tout ce qu'il faut. Mais il a été agressif vis-à-vis d'eux.
en fait, dans son fonctionnement, il attaquait les gens qu'il aimait de façon diabolique, il les provoquait, en attendant d'eux qu'ils lui montrent des grandes marques d'affection. On retrouvera ça tout le long de sa vie, ça foutra à l'air pas mal de choses, mais il est comme ça, il aimait comme ça, je pense. Et en plus, il aime vraiment être au centre des situations. Il a horreur qu'il y ait quelqu'un, quand sa sœur de 5 ans naît, c'est un petit drame. Ça lui enlève une partie de l'attention de ses parents. Il naît à Brooklyn. Après, la famille, plus tard, il va s'installer à Coney Island. Donc, c'est une banlieue typiquement américaine, avec des petits pavillons, des grandes voitures, des marchands de glace. Et c'est là qu'il va grandir et qui va faire toute sa scolarité. Donc un milieu typiquement américain, mais typiquement aussi de l'Amérique de l'époque, qui était, il ne faut pas l'oublier, un pays profondément raciste. Un pays où les communistes n'étaient pas bien vus, où les juifs n'étaient pas du tout bien vus. Il y avait des radios pour les noirs, des radios pour les blancs, des radios même pour les gens du sud, de country en western. Et ce garçon apprendra le piano, il commencera à jouer, il composera aussi, et il s'intéressera beaucoup à la radio. Ça sera son point ce sera un refuge pour lui, ça sera une richesse personnelle. Et c'est les influences qu'il va garder toute sa vie. Il déposera plus tard une sonate pour piano et violon, numéro 1, donc il avait prévu d'en faire une autre, mais aussi beaucoup de morceaux qui s'inspirent de rock et de blues. Il grandira, en grandissant, on s'apercevra que ce jeune homme a tendance à être un peu rebelle. Il est très provocateur avec le père de son meilleur ami Alain, qui est un cadre du Parti républicain, il n'arrête pas de l'embêter, mais il est jeune. Donc on sait qu'il est charmant par ailleurs, qu'il est gentil, et qu'il a un bon fond. Il a un bon fond, c'est vrai. Mais petit à petit, avec le temps, ça s'affirmera. Ça s'affirmera, donc il continuera à s'intéresser beaucoup à la musique, à écrire. Son meilleur ami, dans ses écrits, il verra qu'il y a des tendances homosexuelles qui viennent vers l'âge de 10, 11, 12 ans, 13 ans très exactement. Il y a des tendances homosexuelles. C'est à cette époque-là qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a l'éclosion du rock'n'roll, mais c'est du rock'n'roll noir, c'est Chuck Berry, Little Richard, je ne sais pas si ça vous parle, Jerry Lee. Et après, l'année d'après, c'est Elvis Presley. Donc il y a une explosion d'une forme de jeunesse rebelle, très très différente, et qui percute de plein fouet toutes ces banlieues conformistes, où le rêve américain est très codifié. Et comme des astres bien alignés, il y a la vie de génération qui arrive. La vie de génération, c'est Jacques Kerouac sur la route, c'est Alain Zisberg, et ce sont des écrits où on parle de drogue, on parle de sexe, c'est des grands poètes, mais ils choquent vraiment. Ils sont attaqués par l'État, ils ont des tas de procès, mais ils gagnent. Donc ils s'installent. Le jeune Lou Reed, c'est à ce moment-là qu'il arrive vers ses 15 ans, il s'est construit à travers tout ça. Donc il est l'image parfaite de ce qu'il y a de plus haïssable pour les gens de ces banlieues, le style rocker, et un peu homosexuel. J'ai dit un peu parce qu'il mettra très 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 longtemps à franchir le cap. Il a vraiment l'image que les parents n'aimeraient pas avoir. Et de plus, depuis qu'il sait qu'il a des tendances homosexuelles, il est très très agressif vis-à-vis de ses parents, il n'arrête pas de les provoquer, il racontait des choses sur eux dans le quartier. Les parents aimants, certes, s'inquiètent, ils en parlent au médecin. C'était à une époque où on pratiquait la lobotomie et on pratiquait les électrochocs. Par exemple, Jackie Kennedy a subi des électrochocs, ça se faisait régulièrement. De la part des parents, ce n'est pas une agression, ce n'est pas une trahison. Ils écoutent le médecin de famille. Et il y aura des électrochocs pour Lou Reed. C'est horrible quand il arrive dans cette clinique et qu'il voit les gens qui repartent, ils sont complètement amorphes, ils ont les yeux vides, enfin, c'est une vision d'enfer. Les électrochocs se passent comment? On vous met quelque chose en caoutchouc dans la bouche pour pas que vous mordiez la langue, on vous immobilise et on vous envoie donc les électrochocs qui vous aveuglent. Après ça, on est complètement évidemment hors d'état. Il faut
beaucoup de temps pour se remettre. Et en plus, derrière, on nous file de la thorazine, qui est une drogue puissante, qui est une sorte de camisole chimique, en fait. Nous, en fait, il s'appelait Lewis à l'époque. Lewis Reed, il en subira 24, avec tous les traitements chimiques qu'il y a derrière. Lui qui aimait lire, qui était très très ouvert à l'art et tout, n'arrivera plus à lire plus d'une dizaine de pages. Il ne pourra plus se concentrer et il en voudra énormément à ses parents. Énormément, énormément. Et comble de tout ça, c'est que les tendances homosexuelles ne disparaissent pas. Donc la chanson que va interpréter, que va lire Alexia, c'est une chanson sur ça. C'est une chanson sur la paranoïa. C'est dimanche matin, quand les braves gens vont à la messe, vont au sport, et que toi, tu es le mec qui a pris des électrochocs, qui a les typhons, qui n'est pas aimé, qui est un peu bébé, on va dire, parce que c'est comme ça qu'ils disent, les braves gens, quand même. Et c'est une chanson sur la parano. Quand il a fait son premier disque, c'est la dernière chanson qu'il a composée. Et Andy Warhol, à l'époque, lui a dit « fais un truc sur la parano ». C'est une chanson aussi qui est très importante dans l'histoire du rock, parce qu'on a attendu très 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 longtemps le premier album. Enfin, c'était pas Lou Reed, c'était Velvet Underground. Et on s'attendait à quelque chose de très violent, de très new-yorkais, de très agressif, mais non. C'est le premier morceau de l'album. On dirait une boîte à musique qui s'ouvre. On entend des petits accords de carillon et une chanson très douce qui arrive. Dimanche matin. Sunday morning. Dimanche matin fait entrer l'aurore. C'est juste un sentiment d'inquiétude qui m'accompagne au point du jour. Dimanche matin, c'est juste les années gâchées, encore si proches. Fais gaffe, le monde est derrière toi. Il y aura toujours quelqu'un pour te le rappeler. Ne t'en fais pas. Dimanche matin et je sombre. J'ai une sensation dont je ne veux rien savoir au point du jour. Dimanche matin, ce sont toutes les routes que tu as traversées il n'y a pas si longtemps. Fais gaffe, tu as le monde derrière toi, il y aura toujours quelqu'un pour rappeler. Ne t'en fais pas. Dimanche matin. Lou Reed, là-dessus, quitte donc Long Island et part à la faculté. Donc ça va être ses années d'adolescence plus poussée. Il va trouver dans cette faculté de Long Island, en fait la faculté s'appelle Syracuse, il va trouver, malgré la vocation de cette faculté, qui est en fait connue dans l'Amérique entière, elle est mythique à cause de son équipe de football, qui mettra cap football américain bien sûr, donc que des élèves bien campés, bien costauds, bien athlétiques. Mais il trouvera là-dedans de quoi s'épanouir. Il va avoir un professeur qui s'appelle Delmore Schwartz, qui a été à son époque de gloire un très grand poète, très reconnu. Là, il s'occupe plus d'enseignement et de littérature. Ça sera son maître à penser et c'est à son contact qu'il décidera donc de faire littérature et rock, et même poésie. Tu auras aussi l'amour de sa vie. Là, on est carrément dans un film de Travolta. C'est la fille la plus belle de toute la femme. Des années après les témoignages, des gens disent qu'elle était d'une beauté vraiment envoûtante. Et bien, elle tombera sous le charme de Louis qui arrive, qui est le seul à ne pas avoir de cravate, qui a des jeans, des cheveux un peu crado, longs, etc. et qui choque vraiment dans cet environnement. Et il connaîtra une histoire d'amour très 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 forte. Il rencontrera aussi un garçon qui est aussi fou que lui, dans un style différent, juif comme lui, qui s'appelle Lincoln. Et ça sera le seul qu'il acceptera de toute sa vie, avec qui il pourra partager la lumière d'un groupe. Donc tout ça va lui donner un environnement qui va lui permettre de s'épanouir. Il va faire de la musique, donc il va créer les groupes. Il va écrire dans la revue universitaire, mais il se fera virer parce qu'il insulte en direct le fils d'un cadre du Parti démocrate. Et quand il est disjockey, c'est pareil, il fait des conneries, il est très excessif, très rebelle. Mais il continue à composer, à écrire. Et petit à petit, donc, son histoire d'amour continuera.
Ils se présenteront respectivement à leurs parents. Donc, la fille qui s'appelle Shelley, ça se passera très très bien avec les parents de Louride. Elle sera très très surprise de rencontrer des gens normaux parce qu'il est tout le temps ecclésiastique et il les insulte. Par contre, avec le père de Shelley, ça se passe très très mal. Il s'insulte au repas. Il l'amène au cinéma, il rentre en retard et il a un accident avec la bagnole. Donc ils seront interdits de se voir et ils prendront un appartement. C'est dans cet appartement, avec d'autres gens qui sont là, qui sont musiciens, que Louride va commencer il va commencer donc à composer des chansons qui deviendront ensuite très très importantes. Donc c'est ces chansons-là que nous allons, qu'elle va lire, Alexia, et qui a été écrite pour Shelley. Je serai ton miroir, ton reflet, au cas où tu ne saurais pas qui tu es. Je serai le vent, la pluie, le coucher de soleil, la lumière sur ta porte pour te montrer que tu es là. Si tu crois que la nuit a voilé ton esprit, tu es tordu, cruel. Je me dresserai pour te montrer ton erreur. Enlève tes mains de tes yeux parce que je te vois. Je trouve difficile de croire à quel point tu es beau, belle. Et si tu ne le sais pas, je serai tes yeux, une main dans tes ténèbres, et tu n'auras plus peur. Si tu crois que la nuit a voilé ton esprit, que tu es tordu, cruel, je me dresserai pour te montrer ton erreur. Enlève tes mains de tes yeux, puisque je te vois. Héroïne. Je ne sais quasiment pas où je vais. Mais si je peux, je vais tenter le royaume. Car ça me donne l'impression d'être un homme. Quand je me plante une shooteuse dans la veine, je t'assure, les choses ne sont plus les mêmes. Quand je suis en pleine montée, et je me sens comme le fils de Jésus. En fait, je suis juste largué. Je suis juste largué. J'ai pris une grande décision. Je vais tenter d'annuler ma vie. Car quand le sang commence à monter, à fuser dans le col de la seringue, quand je visite ma mort, vous ne pouvez pas m'aider, les mecs. Ni vous, les jolies filles. Et avec vos belles paroles, vous pouvez tous aller vous faire voir. Et je crois que je suis juste largué. Je crois que je suis juste largué. J'aurais voulu naître il y a 1000 ans. J'aurais voulu parcourir les sombres océans à bord d'un grand navire à voile, aller d'une terre à l'autre avec un costume et un bonnet de marin, loin de la grande cité où un homme ne peut être que prisonnier et démon de cette ville, de lui-même et des autres. En fait, je suis juste largué. Je suis juste largué. Héroïne, sois ma mort. Héroïne, c'est ma femme et c'est ma vie. Parce qu'une piqûre dans ma veine mène au centre dans ma tête. Et alors, je me sens mieux que si j'étais mort. Et quand la poudre m'envahit, je me fous de tout. De tous les cons de cette ville. Et de tous les politiciens faisant du bruit avec leur bouche. Et de tout le monde qui casse tout le monde. De toutes ces montagnes de cadavres entassés. Car quand la poudre m'envahit, je me fous de tout. Quand cette héroïne est dans mon sang, que le sang est dans ma tête, mec, remercie Dieu que je sois comme mort. Et remercie ton Dieu que j'ai perdu connaissance. Et remercie Dieu que je m'en balance. Et je crois que je suis juste largué. Oh. Je crois que je suis juste largué. Louride composa ce morceau, l'écrivit plutôt, en 1963. Les Beatles faisaient Love Me Too. Donc c'est une période, quand il est avec Shelley, là, très très créatrice, où il mit déjà en route la plupart de ses textes. Le premier, la plus belle chanson d'amour qu'il ait écrite, était pour Shelley. Et ça, c'est une chanson qu'il écrira donc en voyant et en ayant ses premières expériences, mais un peu plus tard, mais en ayant connaissance de ces cas-là. C'est l'intérieur dévasté d'un type qui est complètement accro.
simplement. Il n'a aucune intention de faire la promotion de ces choses-là. Ce petit monde, petit à petit, va se dégrader à la fac. Donc, comme il fait de la musique avec des groupes, eh bien, il fera quelques infidélités à Shelley qui se fâchera. Le professeur Delmore Schwartz, qui était son meilleur ami, ils étaient tous les deux inséparables, ils faisaient tous les cours, devient alcoolique, quitte son emploi. Et quand il est dans les cafés, alors qu'avant il était entouré d'élèves et il est tout seul, il essaye de l'aider, mais il ne peut rien. Et son ami, Lincoln, il devient schizophrène. Il entend des voix, on est obligé de tout simplement de l'interner. Donc tout ce monde-là s'écroule. Alain, son ami qui était un peu son protecteur au milieu de tous ces footballeurs américains, finit ses études et le quitte. Donc il reste seul à la fac, il continue à faire de la musique, mais il se met surtout beaucoup à faire des bêtises. Il a continué à prendre tous les médocs qu'on lui avait prescrits suite à ses électrochocs, mais il les mélange à l'alcool, il les mélange à des amphétamines, donc il mène une vraie vie de patachon. Par contre, il tourne beaucoup dans les cafés avec son petit groupe, il gagne des sous. Donc ça lui permet de vivre. Tout ce monde est parti, il reste seul, mais avec les connaissances qu'il a faites, en tournant comme ça, il trouve un emploi dans une boîte de disques qui s'appelle Pickwick, qui est un truc un peu miteux, il n'y a pas longtemps qu'il presse les 33 tours. Mais ils ont eu la chance, alors leur domaine c'est de faire des musiques de feuilleton, enfin des choses un petit peu comme ça, un petit peu pas sérieuses. Ils ont eu la chance de faire un morceau qui a fait le tour du monde, qui a rapporté des fortunes. Ça s'appelle Sugar Sugar, vous devez le connaître, c'est une espèce de site Sugar, etc. Donc ces gens-là ont des moyens. Ils lui proposent un poste. Donc ils sont 4 à composer comme ça, comme quelqu'un qui va à l'usine, eux ils composent, ils écrivent. Et Lou Reed écrit donc un morceau qui s'appelle L'Autruche. Ça s'appelle L'Autruche pourquoi? C'est la danse de l'autruche. Ils essayent de lancer tout le temps des nouvelles danses plus ou moins débiles, et ce truc-là plaît. Donc L'Autruche, en fait, est un morceau qui va marquer, puisqu'il émet des arrangements ultra rock, et c'est complètement débile, et il demande aux gens de mettre la tête sous les genoux, de se marcher dessus, etc. Mais ils ont besoin de tourner, d'aller à la télé, de faire des balles, de faire des concerts. Et donc, ils essayent de recruter des mecs qui est le Lou dans le look, mais les 3 autres apparemment non, c'est des gens normaux, quoi. Il faut qu'ils aient de l'allure. C'est comme ça qu'il rencontrera John Cale. Alors, il rencontrera John Cale parce que, une des fois qu'il y a des musiciens qui viennent, il les prend pour des musiciens ou des gens normaux qui jouent un peu. Et en fait, c'est des musiciens d'avant-garde. C'est de la musique classique d'avant-garde. Donc, c'est des super techniciens. Bon, ils rigolent un peu, mais comme ils suivent, il faut la tourner, ils vont dans les collèges, etc. Et ils sont assez subjugués par, on va dire, par la personnalité de Lou Reed. John Cale, c'est quelqu'un qui sera très important. C'est dommage qu'ils se soient séparés parce que Lou Reed et John Cale, c'était l'équivalent facilement de Lennon et McCartney. Ils se complétaient très bien dans des styles différents. John Cale est un Gallois qui a eu une enfance pourrie au fond du pays de Galles, mais qui, à force de jouer de la musique, il a obtenu des bourses. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé aux États-Unis, dans une faculté du Massachusetts, où il travaillera avec Xenakis. Mais il est un peu fou, il est trop agressif, ses profs ne veulent pas trop le laisser jouer. Il obtiendra de jouer enfin, et donc, devant le public de Xenakis, il donnera un concert. Il est au piano, il commence le concert, il joue quelques notes, il se lève, il prend une hache dans le piano, il se met à couper en 4 tout le matériel qu'il y a, tout le mobilier. Ça, c'était John Cale. Donc, John Cale, Lou Reed, c'était 2 très fortes personnalités. Ils se rencontreront et petit à petit, ils habiteront ensemble même, puisqu'il va quitter la fac. Ils habiteront le coin le plus pourri de New York. New York, à l'époque, était la ville la plus dangereuse du monde. C'était aussi une des villes où il y avait le plus
de créativité, mais c'était farci de délinquants, d'homos, de prostituées, de junkies, enfin, c'était très très dangereux. Et évidemment, comme ils sont fauchés, ils sont dans le quartier le plus dangereux. Toutes les expériences qu'ils vont vivre ensemble, donc, constitueront ensuite une partie des chansons du Velvet Underground et de Lou Reed. Ils feront un groupe qui s'appellera les Primitives, après les Warlocks. Ils joueront dans la rue avec une chanteuse, donc, qui elle-même était trop craignos, pour le dire. Elle leur a tiré des ennuis. Un soir, il y a un mec qui veut rentrer dans l'appart, il y a un tueur à gages polonais qui vient. Il y a l'ami de la chanteuse, il fout une balle, il lui coupe la jambe en deux. Enfin, des expériences comme ça, très new-yorkaises de l'époque. Tout ça fera pour eux une sorte de réservoir, et surtout Lou Reed ensuite en fera des chansons. Ils fondent notre groupe dans les Warlocks, et là arrive la composition définitive du Velvet Underground qui va jouer. Ils vont jouer, ils vont faire des premières parties, ils vont se faire connaître à cause de cette chanson Héroïne. Parce qu'Héroïne à l'époque est très révolutionnaire et choque. D'ailleurs, quand ils font des premières parties, des fois ça se finit mal. Dans certaines boîtes de nuit, les mecs quittent, etc., etc. Mais ils continuent. Et c'est grâce à ça qu'ils se font connaître d'une certaine élite. Donc voilà. On va faire une chanson là. Là, ce sont deux morceaux de cette époque-là qui sont parus sur le premier Velvet Underground. Vénus à la fourrure. Brille, brille, brille les bottes de cuir. Femme-enfant fouette dans le noir. Ton serviteur arrive avec ses grelots, ne le méprise pas. Frappe, chère maîtresse, et guérit son cœur. Péché de velours, fantasme de réverbère. Cherche les costumes qu'elle mettra en fourrure d'hermine. Elle sera impérieuse, Séverine. Séverine t'attend là-bas. Je suis là, je suis épuisée. Je pourrais dormir 1 millier d'années, 1 millier de rêves qui m'émerveilleraient. Différentes couleurs faites de larmes. Embrasse la botte de cuir qui brille, cuir qui brille dans le noir. Lèche les lanières, la ceinture qui s'impatiente. Frappe, chère maîtresse, et guérit son cœur. Séverine, Séverine parle si doucement. Séverine à genoux, soumise, goûte le fouet par amour, frappé fort. Goûte le fouet maintenant, saigne pour moi. Brille, brille, brille les bottes de cuir, une femme enfant fouette dans le noir. Séverine, ton serviteur arrive avec ses grelots, ne le méprise pas. Frappe, chère maîtresse, et guérit son cœur. Candy dit « J'en viens à détester mon corps et tout ce qu'il exige en ce monde. » Candy dit « Je voudrais savoir absolument ce dont les autres parlent si discrètement. » Candy dit « Je déteste les endroits tranquilles qui ne disent pas ce qui sera. » Candy dit « Je hais les grandes décisions et leurs éternelles remises en question. » Je vais regarder les hirondelles voler par-dessus mon épaule. Et quand je serai plus vieille, que pensez-vous que je verrai? Si je pouvais m'en aller de moi. Vous voyez qu'il continue sur une veine un peu contrastée, les chansons douces, les chansons d'amour. Là, c'est pas le cas. Hein. C'est un travesti de Long Island, c'est même un transsexuel qui, à cause de son traitement, mourra. Le traitement qu'il a fait, il aura des cancers et mourra. Et entre-temps, il sera considéré par toute la grande branchitude intelligentsia culturelle, Andy Warhol et tous ces gens-là qui étaient très snobs, mais en même temps, ils étaient créateurs de mythes. Donc il fallait être bien avec eux. Il sera considéré comme une des plus belles femmes de New York. Donc c'est cette histoire-là. Et on retrouve Candy dans le Take a Walk on the Wild Side, qui est devenu célèbre. La première lecture qu'a faite Alexia, bien sûr, c'est le bouquin de Walter Mazoch, donc c'est sur le masochisme. Donc, voilà, c'est ce qu'ils essaient d'illustrer. Alors là, quand ça se lit, il faut imaginer tout l'accompagnement du groupe avec John Kell qui joue de l'alto, mais pas un alto simple, il a mis des cordes électriques, il baisse les tons, en fait c'est quelque chose de très expérimental.
Voilà. Grâce à ça, ils se font connaître, repérer, et l'entourage d'Andy Warhol les présente, Andy Warhol. Andy Warhol, déjà à l'époque, il est connu, il commence à être connu dans le monde entier. Je crois qu'il n'a pas fait encore Marilyn, mais il a fait les boîtes de soupe Campbell. Vous savez, les grands tableaux hyper réalistes de pop, on appelle ça le pop art, et ainsi que le ketchup Heinz. Donc, il a un grand loft où il attire le tout New York qui est là. Il faut être autour d'Andy Warhol. Si tu es autour d'Andy Warhol, tu es quelqu'un de bien et tu es la star. Donc, c'est tout un monde qui va s'intéresser au Velvet Underground. Et ils vont s'intéresser à eux, pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du cinéma, mais du cinéma de façon révolutionnaire. Donc avec eux, ils ont trouvé le genre de musique, le style, le look aussi, puisqu'ils sont quand même tous, ils sont bien lookés. Ils ont un grand guitariste qui est très très bon, et une toute petite batteuse, ce qui est très rare, à l'époque il n'y a pas de femmes dans ces groupes-là, qui joue debout, et qui est une admiratrice de Charlie Watts, et qui vraiment donne tout le temps le cap, le tempo au groupe. C'est important quand il y a l'expérimentation, quand il y a toutes sortes de choses comme ça qui partent et qu'il y ait quelqu'un qui ancre le tout. Donc c'est ça le Velvet Underground. Alors ils vont jouer devant des écrans où on projettera des films, des vrais films. Ils vont jouer derrière des écrans en improvisant et en faisant aussi leurs chansons en fonction de ce qui est projeté sur l'écran. Donc on en revient un peu aux pianistes du cinéma muet, hein. C'est exactement le même principe, mais ils se forment de groupes électriques et toutes sortes de choses. Donc entre autres choses, par exemple, il y a eu tout un spectacle où les danseurs étaient habillés de blanc, devant un écran blanc, avec des voiles blancs, dont les projections faisaient des super effets. Donc c'était des très bons cinéastes underground, c'est pour ça qu'ils se sont appelés Velvet Underground, et c'est pour ça que quelqu'un a appelé ça Cap Underground, je suppose, pas moi. Mais donc voilà, c'est ce monde-là, c'est un monde très expérimental pour l'époque, c'est les années 64, 65, et on est dans un milieu extrêmement fermé, très snob, de mannequins, de cinéastes, de poètes, de chanteurs, de mecs qui ont du pognon, qui traînent, etc. Donc, et tout ça, ça se rencontre à la Factory. Et c'est pour ça que les mecs ont des lunettes noires. C'est pas pour la frime, c'est parce qu'on leur projette tout le temps sur scène des trucs dans les yeux, des éclairs, des films. Et voilà. Ils tourneront comme ça, ils feront beaucoup de concerts en solo. Ils feront aussi beaucoup de spectacles avec ces gens de la Factory. Et ils connaîtront quelqu'un qui s'appelle Gérard Malanga, qui est un super dandy. Il est danseur, acteur, c'est un mec grand, magnifique, beau, qui s'habille tout de cuir noir à l'époque, c'est pas comme maintenant, c'était le seul, et qui se balade tout le temps avec un fouet. Dans la vie, il se balade avec un fouet autour de l'épaule. Donc c'était ça la Factory, il y avait des gens comme ça. Et ce type donc dansera lorsque le Velvet Underground jouera, fera des danses, et avec ce fouet, donc sur scène ou dans la salle, il mettra donc une dimension très particulière. Voilà, pour donner un peu le style de vie de l'époque. Dans cette Factory, il y a donc des gens comme la chanteuse Nico. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nico. Elle a beaucoup traîné à Paris, dans le milieu du mannequinat. Elle a eu un enfant avec Alain Delon. Elle a joué dans des films de Fellini. Elle se la pète. Apparemment, c'est quelqu'un de très très dur, très imbu de lui-même, mais qui a un charisme fou. Elle est très grande, elle a une voix avec l'accent allemand, gothique, elle a une culture énorme. Et elle séduit tous les mecs qui la séduisent. Et évidemment, elle séduit Lou Reed. Mais ça ne le fera pas très longtemps parce qu'il se sentira écrasé par elle, ça l'empêche d'inspirer. Et elle veut lui piquer tous les morceaux, elle veut chanter tous ses morceaux. Et lui, il n'est pas d'accord. Et d'autant plus que c'est une chanteuse particulière, c'est pas une vraie chanteuse. Ça mettra dans sa vie un truc complètement fou parce qu'il n'est toujours pas remis de son ami de la faculté, qu'il essaie de revoir et qu'elle ne veut pas de lui. Donc il est vraiment mal avec ça. Et l'histoire avec Nico, ça le fout complètement dedans. Nico est toxicomane, lui est encore plus toxicomane.
C'est une ambiance particulière. Cette factory sont tous un peu largués, comme on vient de dire. Et ça participe à cette fatigue qui va commencer à s'accumuler, Je résume là, tac, 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 tac. Pour vous donner une idée du truc, que c'est, parce que c'est une époque particulière, ils vont aller faire des concerts à Los Angeles. Donc rencontrer les grands hippies de l'époque, les mamas et papas, tout ça, donc dans un club. Ça plairait pas du tout à ce public-là. Pourtant, c'était des rockers, c'était entre eux, c'était des gens qui étaient plutôt rejetés par la société, mais entre eux, ils verront arriver des mecs avec des lunettes noires, pâles, voilà, pas fun, pas avec voilà, des produits de luxe qui rendent euphoriques et tout ça, des gens plutôt peut-être un peu grands. Et ils se feront siffler par ce public lors de leur premier concert. Ça se passe dans une salle de spectacle, pas dans une grande salle de spectacle, une sorte de grande boîte de nuit. Le deuxième soir, il n'y a personne, sauf les Doors, avec Jim Morrison, qui suivra un peu la même lignée. Et le troisième soir, la police ferme la salle pour pornographie. Donc voilà pour vous donner une idée de ce qui se passait. Ils vont tourner beaucoup et ils vont écrire ce qui sera, avec le temps et avec le recul, une des plus grandes œuvres d'art, en tout cas musicales, de la fin du siècle dernier, et qui est le fameux disque à la banane. Ce disque, donc, il y a tout le travail de Lou Reed, tout le travail de John Cale, les textes ont été lus, et même maintenant, quand on l'écoute, c'est quelque chose, il n'y a rien qui a vieilli, il est très varié, il va donner naissance à des tas de styles musicaux, beaucoup de groupes vont s'en inspirer, mais Andy Warhol, qui tient à tout prix à s'occuper d'eux, à être leur manager, va complètement louper le lancement de ce disque. C'est-à-dire, il va y avoir des problèmes de pochette, vous le savez, la banane, en fait, vous tirez dessus, c'est un sticker, et en dessous apparaît la couleur chair en forme de banane. C'est très bien, c'est Andy Warhol qui a fait ça, sauf que la maison de disques se démerde mal, ça colle, ça ne tient pas. Ils sont obligés de repousser le lancement. Là-dessus, il y avait un phénomène de critique musicale dans le rock qui était très important. Et les critiques musicaux et le monde intellectuel et artistique de New York, qui était la place forte, là, avec Londres, eh bien, ils vont leur faire payer une certaine jalousie, animosité vis-à-vis de New York. Donc ils auront des mauvaises critiques, le disque sera reculé, et ce sera un flop complet. Il y aura un phénomène au fil du temps. Et quand Lou Reed sera connu en tant que chanteur décadent, et en blond et tout ça, ce disque sera connu petit à petit dans le monde entier. Et maintenant, si vous regardez les rééditions de la FNAC, tout ça, il est toujours là. Donc c'est un drôle de phénomène. Le second disque qu'ils vont faire, ça va être pareil, c'est tellement particulier, tellement dissonance, expérimental. Il y a des nouvelles sur un monsieur qui, pour aller voir son ami, en fait c'est inspiré par son histoire avec Shelley, se met dans un colis pour ne pas payer le voyage, et arrivé à destination, à l'ouverture du colis, l'ami de la personne, donc tout ça est expliqué très longuement avec des accompagnements. En fait, c'est très expérimental, mais avec le temps, on s'aperçoit que c'était en fait en avance. Il y aura encore un troisième disque comme ça, et là ils vont beaucoup tourner, et puis ils commencent à en avoir marre d'Andy Warhol, de tout ce monde de superstars, c'est des gens toxiques, c'est des amitiés toxiques, c'est des gens, en fait, ils essaient tout le temps de vous pousser pour prendre la place, enfin, ils ne sont pas bien là-dedans. Et comme Lou Reed n'est pas sage du tout, c'est-à-dire qu'il a dans son hygiène de vie, ça va l'amener à la scène de départ. Il est fatigué, il est largué, il en a marre. Le dernier disque qu'ils font, il leur donne les paroles, il leur donne la musique, ils chantent 3 morceaux, c'est un disque qui s'appelle Load, ça veut dire chargé, ça veut dire largué aussi. Hein. Et celui-là il marchera parce que c'est une autre maison de disques qui le lancera, il ne s'en occupe plus, il ne veut plus rien savoir, et il quittera donc le groupe en 70, tout ça repoussé. Holly
venait de Miami, Floride, en stop à travers les États-Unis. En route, elle s'épila les sourcils, se rasa les jambes et il devint elle. Elle dit « Hey babe, viens faire un tour du côté sombre. Hey chérie, viens faire un tour du côté sombre. » Candy débarqua de Long Island. Dans les arrière-salles, elle était de tous la darling. Mais elle ne perdait jamais la tête, même quand elle suçait. Elle dit « Hey baby, viens faire un tour du côté sombre. Hey baby, viens faire un tour du côté sombre. » Et les filles black font « dou 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 ». Little Joe ne faisait jamais de cadeaux. Tout le monde devait payer et toujours payer. Un coup par-ci, une dose par-là. New York City est l'endroit où l'on disait « Hey babe, viens faire un tour du côté sombre. Hey babe, viens faire un tour du côté sombre. » Sugar Plum Fairy traîne dans les rues, cherche de la nourriture pour son âme ou manger. Il se pointe à l'Apollo, vous auriez dû le voir en train de mettre l'ambiance. Il disait « Hey Sugar, viens faire un tour du côté sombre. » J'ai dit « Hey baby, viens faire un tour du côté sombre. » Et les filles black font « du 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 ». Jackie est toujours bourrée d'en fait. Elle s'est prise pour James Dean toute une journée, puis j'imagine qu'elle s'est écroulée. Pour la descente, le Valium aurait pu l'aider. Elle a dit « Hey babe, viens faire un tour du côté sombre. » Et j'ai dit « Hey chérie, viens faire un tour du côté sombre. » Et les filles plein fond. Cette chanson qui est sortie. Donc. Et là, il est devenu star mondial. Le bruit a été connu de tout le monde, mais ça n'a pas arrangé ses affaires de santé, ça c'est sûr. Mais c'est un destin hors du commun et il regrettera toujours cette période. Il fera 4 disques donc, qui seront extrêmement vendus. Je suis obligé d'abréger un peu. Et parce que il voulait être perçu vraiment comme un poète. Et il trouve que cette image-là, et c'est vrai que sur cette période-là, il y a eu un très bon disque et de très bons morceaux, mais ça n'aura pas le niveau qu'il avait avec son groupe du Velvet Underground. Il le regrettera. Mais il quittera aussi cette grande maison de disques RCA qui lui demandait de faire du commercial. C'était Elvis Presley, David Bowie, c'était ça. Hein, donc il fallait que ça fasse des sous. Et il ira rejoindre une petite maison de disques new-yorkaise qui commence à monter, où il y a un certain John Cale qui est en train de préparer un disque avec une certaine Patti Smith. Et là, pendant de longues années, tout en continuant sa vie de patachon, sa vie de chaise, il pourra travailler tranquille sans la pression commerciale. Et il changera encore de maison de disques, mais il arrivera à faire 17 albums, tous de plus en plus littéraires. Et moi, quand j'en ai pris connaissance, je ne le connaissais pas, puisque après mon adolescence étant passée, j'ai travaillé, etc. Donc j'écoutais plus de la musique. Et ce sont des choses magnifiques. Il est allé vers la transcendance. Au début, il parle des gens piégés par la vie. Et là, il commence à parler de suite après des gens qui se mettent en marche. Et à la fin, il fait 2 ou 3 disques avec une douzaine, donc les 12 paroles de chaque chanson. C'est un petit peu tout ce qu'il a appris de la vie, comment transcender, avec des images fantastiques, mais en restant très simple dans ses mots, dans son expression. Et cela, ce sont des paroles, quand vous les lisez une fois, vous les lisez 2 fois, vous les lisez 3 fois, feront peut-être l'objet d'un numéro 2. Mais pour l'instant, on est tous un peu fatigués de prendre du speed, de boire, tout ça. Donc avec le guide, on va appeler mon ami Philippe, qui lui est inspiré par le rock et qui écrit, notamment, il a écrit des morceaux sur un groupe français poétique qui s'appelle Les Marquis de Sade, et dont Nicolas Coman, qui joue ce soir, a fait la première partie, enfin, dans une deuxième version, et a travaillé avec eux.
Donc bravo à l'organisatrice parce qu'il y a une logique dans tout ça. Et, une logique comment? Une logique rock. Donc voilà. Philippe Salus est un ami perpignanais de longue date. Bon, pas au début, on n'était pas amis, mais on était de Perpignan quand même. Et il a été éditeur, journaliste, et il a beaucoup écrit. Et maintenant qu'il a la possibilité d'avoir sa liberté, il s'est mis à publier. Et il a décidé de faire son premier tour hors de son coin, donc à Valbonne, avec vous. Il est là, Philippe. Ouais. Il dort, ça Alors, juste, José, vous avez vu son érudition, comme il connaît son sujet et le parcours de Louride, il est affolé parce qu'il a dépassé le temps qu'il était imparti. Mais nous, on était là, on buvait ses paroles et on était admiratifs devant sa connaissance du sujet. Et donc, voilà, il a coupé la moitié, on est qu'à la moitié de son intervention, mais on arrête là. Il y a quelqu'un qui veut. Une excellente non. C'est une aussi. Donc, je te laisse conclure. Je te remercie. Hein. Bah, oui. Ok. Alors, c'est quelque chose. Alors, des conclusions sur Louride, de toute façon, il n'avait pas arrêté. C'était une conclusion provisoire. Mais il y a quelque chose qui m'a plu, que j'ai noté. Sa dernière compagne, Laurie Anderson, qui était elle-même une musicienne d'avant-garde new-yorkaise, avec qui il a fini ces derniers jours, a écrit dans un bouquin, donc il fait la préface, et elle termine sa préface comme ça. Ce que j'aime, voilà, donc, et là on va se retrouver dans le monde de Je serai ton miroir, de toutes ces belles chansons d'amour. Et elle dit, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est me lever le matin et me chanter une chanson que Louride avait écrite rien que pour moi. Tu me connais, j'aime beaucoup rêver de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Mais surtout, je rêve beaucoup à toi, la puissance de ton cœur, la puissance de ton cœur. Voilà. Et ça, c'est inspiré par un vieux morceau de groupe vocaux new-yorkais, Steel Platters, qui avait fait une chanson là-dessus. Donc voilà, on termine en amour, avec des choses roses. C'est bien comme ça, non? Plutôt que des overdoses et des trucs dans ce style. Ouais, donc Philippe, c'est ton premier livre de poésie. Oui. C'est pas pour parler longuement de moi. Hein. Je vais vous lire des textes. J'espère que je ne vous lasserai pas. Ouais.